Bonjour et bienvenue dans cette review du chapitre 395 qui se compose de deux parties bien distinctes. Tout d'abord, on voit Ingrigi qui découvre comment les membres du clan Oi entrent et sortent de leur QG sans être repérés grâce au chat enregistreur. C'est bizarre à dire, mais n'oubliez pas qu'il a transformé une caméra en chat. Le naine c'est magique quand même. Donc voilà. Donc ce chat enregistreur qu'il a placé à un endroit stratégique. Il va donc rapporter sa découverte au sous-chef du clan Shaha, qui lui explique que Nobunaga et Feitan sont déjà devant la chambre où se trouve le piège téléportant tous ceux qui tentent d'entrer. Ils ont la bonne idée d'entrer dans la chambre voisine pour éviter le piège, et ensuite Nobunaga fait un trou parfaitement rectangulaire dans le mur du fond, et c'est là qu'il découvre un passage secret qui semble pas protégé. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir tout protégé en même temps, hein, parce que bon, c'est con, tu passes juste à côté, dans la chambre à côté, et ça fonctionne. Super le piège. Bref. Donc comme prévu par Kenny Wong, le sous-chef du clan Shaha, Nobunaga et Feitan ont facilement contourné le piège. Cependant, avant de continuer, Togashi nous gratifie d'un flashback assez surprenant, et plutôt inattendu, concernant l'enfance des membres de la brigade fantôme dans la cité de l'étoile filante. Une ville décharge où y vivent les exclus de la société et d'où sont natifs la plupart des membres de la brigade fantôme. Dans ma précédente review, je disais que j'aimerais bien que Togashi reste concentré sur la guerre mafieuse, et ici c'est clairement pas ce qui s'est passé, mais à ma grande surprise, j'ai apprécié ce détour, car cette fois-ci, ce n'est pas une énième sous-intrigue, c'est un approfondissement de personnages qu'on connaît déjà, et si le sujet du flashback peut paraître très futile, il dépeint parfaitement le quotidien des enfants qui étaient la brigade fantôme. Un quotidien rude, mais où chacun semble y trouver son bonheur comme il peut, et ça, c'est vraiment très sympa à lire. Donc on commence ce flashback avec 2 pages de paysages plutôt bien détaillés, sans trop l'être, donc sans trop charger la page. C'est un excellent équilibre, et ça fait plaisir de voir Togashi à son plein potentiel. Car pas souvent qu'on le voit dessiner des paysages aussi... en fait des paysages tout court. Même si il y a souvent des arrière-plans dans les dernières pages dans les derniers chapitres qu'il a fait, mais c'est pas des énormes paysages qui prennent toute la page. Et là c'est le cas, donc en plusieurs cases on a tous les paysages. Ça fait plaisir. Donc ces paysages justement sont là pour planter le décor et nous indiquer qu'on se trouve bien dans la cité de l'étoile filante, où l'on retrouve une partie des membres occupés à fouiller, enfin des membres de la brigade fantôme, occupés à fouiller les déchets pour trouver une cassette VHS qui semble bien les réjouir. Cependant, Uvogin, encore un nom Hunter Hunter de je ne sais pas prononcer. On va dire Uvogin parce que je l'ai écrit Uvogin. Bref. Il apparaît donc, et on voit qu'en étant enfant, il n'était pas vraiment ami avec Chrollo ou Kururo, encore une fois, il y a les deux. Je sais pas. Bref, donc je vais dire Chrollo. Désolé pour ceux qui préfèrent Kuroro, mais voilà. Bref. Car il vient réclamer donc cette VHS, supposément sur son territoire. Franklin décide alors de se battre contre Uvogin pour laisser le temps à Chrollo de fuir, mais pas de chance pour lui, Finks et Feitan débarquent et ce premier lui demande bien gentiment de lui donner cette VHS, sinon ça pourrait mal se passer. Chrollo lui donne sans hésiter et Finks s'en va ensuite. Cependant, Chrollo a été plus malin car il a donné à Finks la VHS des cours de langue étrangère qu'il avait déjà obtenu d'une précédente fouille et qui n'intéressait pas grand monde. Du coup, il a gardé celle qu'il vient de trouver. Donc ça, on voit que le gamin, il est malin. Et se rend donc dans une église qui possède aussi une salle vidéo. Ça peut paraître étonnant, mais voilà, c'est une église et il y a une salle vidéo. Donc il voudrait bien savoir ce qu'il y a dessus. Mais dans cette salle, il rencontre Pakunoda, qui semble étudier. Qui semble un peu à l'extérieur des autres. Les deux enfants découvrent ensemble que cette VHS contient un épisode de Super Sentai, les Clean Rangers, qui apparemment nettoie la vermine du monde. Et donc, sur la case, il y a une belle pose très classique des Toku Sentai, des Super Sentai. Ah non, Toku Sentai, c'est dans Dragon Ball, pardon. Bref. Donc, Chrollo et Pakunoda découvrent alors cet épisode, et ce dernier voudrait bien en faire profiter ses amis, mais Pakunoda objecte que l'émission est dans une langue qui leur est inconnue,
et que donc il serait difficile d'en profiter vraiment. C'est là que Chrollo a une idée, doubler cette émission dans leur langue. Il demande alors à Pakunoda de faire la voix d'un des membres féminins du groupe de Sentai. De plus, il aimerait que Pakunoda demande à 2 de ses amis de s'occuper de la voix des autres personnages féminins, alors que Chrollo lui-même s'occupera des rôles masculins. Le chapitre se termine sur la séance d'enregistrement de ce doublage, et si la scène paraît comme ça très chaleureuse, Togashi tempère cette bonne humeur avec un message plutôt inquiétant, disant que ses enfants n'ont pas encore connu les ténèbres. De plus, un peu avant cette scène d'enregistrement, on remarque que 3 enfants semblent être dans une situation délicate, car attachés et bâillonnés dans un inquiétant van au milieu de la forêt. Alors, que dire de ce chapitre très surprenant? Eh bien, pas énormément sur la partie de la guerre mafieuse, pourtant c'est la partie qui m'intéressait le plus la semaine passée, car ça avance tranquillement, donc on voit que Inrigi continue son enquête, il finit par découvrir comment les membres du clan EI apparaissent et disparaissent pour rentrer dans leur QG. Donc ça c'est bien, on verra ce que ça va donner plus tard. Et on voit qu'effectivement la brigade fantôme arrive à déjouer le piège assez facilement. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer au-delà de la pièce qu'ils ont trouvée, mais voilà, c'était assez rapide. Bon. Donc voilà, ça c'est le première partie. Et dans la deuxième, on a donc ce flashback. Il y a quand même vachement plus de trucs à dire, malgré le sujet assez léger. C'est pas non plus une quête épique. Non, c'est juste un truc tout simple, mais on verra qu'il y a quand même des trucs à dire. Car voilà, comme je l'ai dit plus tôt, cette histoire de VHS et de doublage d'un épisode de Super Sentai n'est en soi pas très intéressant, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est passionnant et tout ce que ça nous raconte sur l'enfance d'une bonne partie des membres de la Brigade Fantôme. On voit ici que Uvogin et Machi, parce que apparemment, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais Uvogin arrive avec accompagné de Machi, n'était clairement pas très ami avec Chrollo, Franklin et Charnalk, si c'est bien lui que j'ai reconnu, parce que bon, ils sont tellement différents quand ils étaient enfants, j'ai pas eu facile à tous les reconnaître. Et donc voilà, donc ils sont pas très amis avec ces trois-là, tout comme Phaeton et Finks qui semblent être de leur côté et qui leur subtilisent donc la VHS à Chrollo. Voilà, donc ça c'est encore une fois c'est intéressant. Et on voit qu'aussi alors Pakunoda semble plutôt à l'écart de ce groupe, car elle reste à la salle audiovisuelle de l'église, donc elle n'a pas l'air très dans ces trois groupes distincts. Ce serait intéressant de savoir comment finalement ils se sont rassemblés en un seul groupe et Chrollo, pardon, j'ai pu y arriver. Chrollo en est devenu le leader parce qu'apparemment au départ il se faisait un peu bolosser quand même. Donc bon, c'est intéressant à savoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Togashi nous dépeint aussi un Chrollo très jovial et plutôt faible comparé à Ujojin ou Finks. Mais par contre, il semble très intelligent et avec une soif d'apprendre assez énorme. Le contraste avec le Chrollo qu'on connaît est assez saisissant car il a perdu totalement cette joie de vivre, ce qui est un peu triste parce qu'on va supposer qu'il va se passer des trucs pas très sympas entre ces deux moments. Et donc voilà, c'est dommage de voir qu'à l'époque, dans son jeune âge, il était quand même très très jovial. Et là, il a un peu perdu sa joie de vivre. Et j'ai vu sur Twitter un parallèle très intéressant qui fait un parallèle justement entre Chrollo et Kurapika. Pourtant, c'est nos deux ennemis jurés. Hein, donc, mais c'est effectivement, Kurapika a l'air d'avoir un peu le même background, même si lui, son enfance était un peu plus heureuse parce que avant le massacre de son clan, il était dans un clan plutôt où il semblait pas avoir de manquer de quoi que ce soit, donc il n'était pas dans une ville ordure, assez rebolossée par tout le monde. Donc même si leur enfance semble différente, il y a quand même eu un même moment, je suppose que pour Chrollo on le verra plus tard, un même moment où il y a quelque chose qui leur a fait perdu toute cette joie de vivre. Donc voilà, encore une fois, je crois que ce sera intéressant à voir ce qui s'est passé pour Chrollo en fait, parce que Kurapika on le sait, grâce au one shot de Togashi et le film Fantôme Rouge qui adapte en partie cette partie, donc voilà, ce serait bien. Et je trouvais le rapprochement tout à fait intéressant, alors que c'est deux personnes tout à fait antagonistes. Mais voilà, comme quoi, on peut apprendre des choses sur Twitter, c'est bien sympa. Ensuite, à deux moments, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui se trame en parallèle de cette tranche de vie plutôt sympathique, malgré les conditions de vie assez rudes. Donc le prêtre responsable de l'église où Chrollo va pour regarder sa VHS,
conseille au maître de la ville d'écouter l'avis de Crollo sur les événements du moment, et ensuite on a ce mystérieux van avec des enfants prisonniers à l'intérieur. Donc on sent qu'il y a un truc qui se trame. Est-ce que ça va concerner Crollo vraiment, ou plutôt ses amis? On ne sait pas encore trop, donc il y a un truc qui se trame. Ça a l'air joli comme ça, mais derrière c'est bien sombre. Donc voilà, si cette première partie du flashback était d'une ambiance très légère, je sens que par la suite ça va se gâter. Et pas qu'un peu à mon avis. Donc j'en aurais presque peur pour le pauvre Crollo. Pourtant qui part à la base d'un personnage qui me passionne vraiment. Bon, il est original et c'est vrai que ses compétences sont assez intéressantes. Mais voilà, on peut pas dire que non plus le personnage qui me passionne, parce que vous savez bien, le seul personnage qui me passionne, c'est Killua. Il y a un peu Kurapika aussi, je dois l'admettre. Mais bref, voilà, donc ce flashback était vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir la suite, surtout qu'apparemment il fait référence à une page de chapitre 102. On le voit là aussi quelques membres de la brigade fantôme jouer avec cette VHS. Ça c'est encore un truc que j'ai appris sur Twitter. Comme quoi, c'est bien de scroller un peu sur Twitter pour apprendre quelque chose de gens qui connaissent Hunter x Hunter depuis plus longtemps que moi. Et surtout le manga. Honnêtement, moi le manga je l'ai très peu lu. Donc ça fait plaisir d'avoir quelques experts qui nous donnent quelques références que je n'ai pas. Donc voilà, développer ce petit flashback qui est vraiment une page, hein, j'ai retrouvé le chapitre, c'est vraiment une page, et encore, elle est assez mystérieuse je trouve. Et en plus il est sorti en 2000, donc ça fait 22 ans. J'avoue que ressortir ça c'est quand même assez fort. Donc, et c'est là que Togashi fait quand même très fort, parce qu'il arrive à sortir des trucs parfois... ça vient de on ne sait où, hein, c'est comme lié à un truc, et ça ressort comme ça d'un coup, c'est magnifique. C'est pour ça que, comme je disais dans une autre review, il place beaucoup de sous-intrigues, et bon, pour l'instant ça ne passionne pas beaucoup, mais une fois que ça va remonter à l'intrigue principale, là ça va être bien sympa, et donc j'espère que ça va être la même chose. Ça va être une bonne surprise comme ça. Enfin bref, ce chapitre n'est donc pas ce que je voulais à la base, mais finalement ça m'a bien plu. Ce flashback, s'il ne fait pas avancer l'histoire, on raconte une toute autre très intéressante. Donc voilà, je pensais pas être passionné par autre chose que cette guerre de clans, mais apparemment Togashi a réussi son coup. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review, et je vous donne donc rendez-vous lundi ou mardi prochain, parce que bon, j'ai pas toujours le temps, comme je l'ai dit, pour la suite de ce passionnant flashback qui sera peut-être un peu plus sombre. Voilà, au revoir.